Bonjour à tous et bienvenue. Tout est allé extrêmement vite ce dimanche 5 septembre en Guinée-Conakry. Le groupement des forces spéciales dirigé par Mamadi Doumbia est à l'origine d'un coup d'État dans le pays. Le président Alpha Condé a été mis aux arrêts et les institutions dissoutes. C'est le sujet de ce numéro spécial de Ça fait l'actualité. Je vous propose de rejoindre notre correspondant en Conakry, Marouane Camara, journaliste aux médias Le Révélateur 224.com. Marouane, bonjour. En vue des éléments dont vous disposez, comment expliquez-vous le coup d'État de ce dimanche 5 septembre à Conakry? Ce sont des événements qui ont surpris tout le monde, comme vous pouvez le constater. Je pourrais même dire que c'est l'un des coups d'État qui ont connu la plus grande discrétion. Et ça n'a pas fait de bruit et ça a surpris tout le monde. Donc c'est effectif. Le chef de l'État guinéen Alpha Condé a été renversé hier par une unité d'élite de l'armée guinéenne qu'on appelle les forces spéciales et dont à sa tête le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia qui est un grand inconnu du grand public, il faut le dire ainsi, parce que sa première grande apparition publique c'était en octobre 2018 à l'occasion de la célébration des festivités de l'indépendance nationale au stade du 28 septembre de Dixine. Donc c'est là où les Guinéens ont été émerveillés, surpris et de l'existence de cette unité militaire qu'on appelle les forces spéciales, parce qu'il faut savoir que la spécialité de cette unité, c'est la lutte contre le terrorisme, la libération des détenus, des prisonniers pris en otage et tout ce qui peut être des facteurs assez nuisibles pour la sécurité d'État. Donc c'est une unité formée à cet effet. Et le coup d'État a surpris tout le monde, c'est l'évidence. Maintenant, les facteurs qui ont concouru au renversement du régime sont énormes. Et selon des informations qui ne sont pas encore officielles, le commandant de cette unité, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia, était sous une menace forte d'arrestation. Et donc, vous savez que ces derniers temps, l'armée guinéenne n'était pas une mer tranquille. Il y avait beaucoup de bruit de bottes à l'intérieur, il y avait beaucoup de soupçons de coups d'État et des rumeurs circulaient il y a plus de 3 mois que cette même unité qui a renversé le chef de l'État avait dans son agenda de prendre le pouvoir. Donc c'est ce qui s'est concrétisé le 5 septembre hier dimanche. Et il y a aussi le facteur légitimité. Vous savez que ce gouvernement est frappé de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'un manque de légitimité avec le forcing de la dernière présidentielle passée, le mandat de trop, le mandat de 2020. Et donc il y a la situation économique très précaire dans le pays. Vous avez aujourd'hui des infrastructures qui sont totalement à lambeaux. Quand vous prenez l'état de la route, c'est une situation catastrophique. Il y a ce détournement à ciel ouvert, il y a la division ethnique qui est assez profonde dans le pays. Donc il y a assez de facteurs qui ont concouru quand même à l'avènement des militaires au pouvoir. Les officiers des forces spéciales qui ont capturé le président guinéen Alpha Condé et proclamé la dissolution des institutions ont annoncé dimanche l'instauration d'un couvre-feu dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre, ainsi que le remplacement des gouverneurs et préfets par des militaires dans les régions. Les militaires ont aussi convoqué les ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion ce lundi à 11h à Conakry. Quelle est l'issue de cette rencontre? Quelles sont les perspectives politiques pour la Guinée et surtout, comment en est-on arrivé là? Pour en parler, je suis en compagnie du journaliste Félix Boni. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et de Wakili Alafé, DG de l'Intelligence d'Abidjan, directeur général. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Alors, messieurs, hier, le coup d'État semble avoir surpris bon nombre de personnes. Est-ce déjà votre cas ou était-ce inéluctable selon vous, Wakili Alafé? Oui, on est surpris parce que la situation semblait s'être apaisée en Guinée. Après pratiquement une année difficile, une année allant de mars-avril, on était en début Covid, lorsqu'il voulait organiser un référendum
et toutes les institutions internationales, sous-régionales, la CEDEAO, l'Union africaine, il y a même eu des missions pour demander au président Alpha Condé de reporter. Rien n'y fit. On pensait que c'est dans cette période-là que ça allait exploser. Et après, il y a eu la validation du référendum et puis sa candidature. Bon, toute cette période-là est passée sans danger. Et effectivement, peut-être que à cause de l'action, il est resté plus vigilant en cette période-là. Et la vigilance a dû baisser. Et puis, on peut dire qu'on est surpris. On a beau être un brillant expert, je pense, on doit être un beau géopoliticien de la sous-région. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'était prévisible maintenant. On pouvait penser que ça se serait fait quelques mois plus tôt lorsqu'il y avait la tension. Pour vous aussi, c'était pas prévisible? Je dis pratiquement la même chose. Je crois que pendant les périodes chaudes du référendum en mars 2020 jusqu'aux élections qui ont eu lieu encore en 2020, c'était une période de vigilance parce que le président Condé savait que l'ex-président Condé savait qu'il faisait quand même un passage en force qui n'était pas toujours apprécié par tout le monde. Donc il est clair que pendant ces périodes, il était sur ses gardes. Maintenant que la vigilance a baissé, je pense que les militaires qui certainement étaient aux aguets depuis longtemps, et quand on apprend que ce jeune officier, depuis déjà, était un peu en rupture de banc avec le pouvoir. Je crois que c'est la suite logique de cette rupture de banc et qui résulte certainement des événements de 2020, c'est-à-dire le 3e mandat de trop qui a dû coûter à Condé toute sa grande sortie qu'il aurait pu quand même avoir pour avoir été le premier président démocratiquement élu. Mais justement, en essayant de trouver les causes, les origines, on parlera des explications fournies par les putschistes, mais était-ce vraiment le mandat de trop? C'est ce mandat qui a causé sa perte, ou en tout cas qui l'a précipité vers la sortie? C'est l'une des causes lointaines. Il est évident que si Condé n'avait pas ce mandat, il ne serait pas victime de coup d'État. Il est arrivé, son mandat a pris fin. Donc, beaucoup d'observateurs disent que ce n'est pas lié. C'est la situation en Guinée, c'est ceci ou c'est cela. La réalité est que ce mandat soit normal ou de trop, la réalité est que c'est au cours de ce mandat en cours là qu'il est victime d'un coup d'État. Si il n'y avait pas eu ce mandat, il est évident qu'il ne serait pas victime d'un coup d'État. Donc c'est une évidence. À partir de cette évidence, la question est de savoir si c'est la raison essentielle. Donc le fait est déjà que c'est parce que ce mandat existe là qu'il en a été victime. Voilà. Alors on va s'intéresser à le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Doumbia, qui visiblement est à l'origine de ce coup d'État. Alors que sait-on de lui, monsieur? Qui est-il exactement? Mais aussitôt le coup fait, on a eu le profil du lieutenant Doumbia que beaucoup de Guinéens d'ailleurs ont découvert en même temps que le monde entier. C'était un grand inconnu de tous les Guinéens jusqu'en 2018 quand il apparaît sur la scène au devant de la troupe spéciale. Sinon, le lieutenant Doumbia est bel et bien un légionnaire français, c'est-à-dire un militaire sous le drapeau français, qui a été rappelé juste pour diriger une force spéciale créée en 2018, bien à dessein, parce que c'était une force qui a été créée initialement avec une mission pour lutter contre le terrorisme, une force créée à quelques mois de la volonté du président Condé de changer la constitution pour éventuellement y intégrer la possibilité, pour pouvoir éventuellement être candidat pour un nouveau mandat. Il appellera cela un nouveau mandat, mais c'est bien un 3e mandat. Et donc c'est ce jeune officier qui est venu prendre la tête de la force d'élite du pays, qui finalement est devenu l'homme fort de l'armée. Au défilé de 2018, tout le monde l'a découvert dans son allure altière avec ses troupes qui montraient effectivement qu'ils étaient vraiment les hommes à craindre du pays. Et malheureusement, on se rend compte que ce sont ces forces spéciales, aussi bien au Mali qu'au Burkina Faso, ceux qu'on réserve pour être les forces anti-coup d'État. L'élite, en fait, l'élite de l'armée. qu'on réserve pour être les forces anti-coup d'État qui finalement renversent ceux-mêmes qui leur font confiance. Mais c'est quoi? C'est à cause d'une proximité particulière qu'ils ont avec les chefs d'État? Je parle de la promiscuité physique, hein, peut-être pas du relationnel. Oui, il y a ça crée la confiance. Donc quand il y a la confiance, on ne peut pas penser que c'est eux. Et il est facile pour eux d'opérer. Et ensuite, ils sont les plus armés. Ils sont les mieux entraînés. Et puis, ils sont souvent les mieux armés. Donc, c'est l'ultime recours. Donc, ils sont armés.
mieux formés, très formés, et puis c'est un mélange de tous les corps, donc ils ont peut-être des réseaux, ils peuvent neutraliser ailleurs. Maintenant, il y a quelque chose à vérifier dans ce cas de Conakry. Il semble que lorsque la situation était un peu confuse, c'est vraiment à vérifier, et il aurait appelé, lui, le président Condé, pour dire qu'il envoie ces éléments le sécuriser, pour assurer sa sécurité, et il venait. Et donc, dans la confusion des tirs, le temps de voir qui fait quoi, ces éléments sont partis. En réalité, c'était pour le capturer. Mais c'est une information vraiment à vérifier parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Ça signifie que c'est des éléments bien formés, bien armés, et aussi des éléments de confiance qui finissent souvent par opérer de cette façon. Alors, le lieutenant-colonel Doumbia s'est exprimé hier sur la chaîne nationale guinéenne, la RTG, dénonçant la gabegie du régime en place. Selon vous, ces propos déjà sont-ils fondés? Et certains parlent d'un discours populiste de la part de ces militaires. Qu'en pensez-vous? Quel est votre sentiment? C'est vraiment à cause de la mauvaise gestion d'Alpha Condé qu'ils ont... S'il faut parler de la gestion du président Alpha Condé, il faudra éventuellement nuancer en termes de mauvaise gestion, parce que moi, j'ai parcouru un peu la Guinée pendant des semaines pour voir un peu comment la Guinée, Conakry par exemple, a totalement changé. Il était très difficile d'avoir un hôtel, même peut-être on dirait une étoile, 2 étoiles à Conakry. Mais aujourd'hui, vous verrez des hôtels qui sont sortis de terre. Et c'est vrai, en matière d'infrastructures routières, ce n'est pas totalement parfait. En matière de dotation en eau, renforcement des infrastructures en électricité, renforcement même au niveau des capacités même de la Guinée et même de la valorisation de la monnaie. Et je crois, lorsque j'y étais, le salaire moyen du Guinéen avait été doublé, c'est-à-dire si vous étiez payé à un certain niveau, on a passé d'un niveau à un autre niveau, on a doublé carrément les salaires des fonctionnaires parce que c'était très bas, et donc il y a quand même des acquis. Mais tous ces acquis, il faut le souligner, n'étaient pas visibles par le Guinéen, parce que en Conakry, il y a les jeunes conflits jeunes qui sont très, j'allais dire, poussés au niveau de la discrimination des ethnies. On a 3 peuples en Guinée, 3 grands peuples, les Malinké, les Soussous et les Peuls. Et il y a un peuple qui n'est pas encore arrivé au pouvoir, qui tient absolument à arriver au pouvoir avec son champion vieillissant, c'est-à-dire les Peuls. Et quand vous prenez le président Cellou Dalein Diallo, vous prenez le président Condé, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Quand vous évoquez le nom de ce monsieur, mais il devient totalement irascible, mais il a envie de vous chasser de son bureau. Et c'était vraiment la haine. Et cette haine faisait que les Guinéens n'avaient pas le temps de voir ses réalisations. Chaque jeudi à l'époque, la rue Bambeto, ça marchait sur la rue Bambeto avec des pointes avec lesquelles on piquait les policiers dans la tête. Donc finalement, il y a eu du changement en Guinée. Il y a eu du mieux-être. Je veux dire quoi, la confrontation politique a pris le pas sur quelques réalisations que vous avez pu observer. Politico-tribales ont fait que les réalisations sont inhibées et ne sont pas visibles par le Guinéen. Oui, il a tenu le discours convenu lorsqu'on fait, si vous avez dit populiste, oui c'est ça, lorsqu'on fait un coup d'État, comment faire en sorte qu'on s'accroche, qu'on y adhère. Il y a le début, là, les premiers discours, l'état de grâce. Donc il a tenu le discours que tiennent tous les putschistes. Donc ce n'est pas un discours extraordinaire, c'est le discours que tiennent tous les putschistes. Et maintenant la question est de le voir à l'œuvre. La Guinée a déjà connu pire, dit-on, avec Dadis Camara. Tout le monde pense que ce pays ne va pas dériver à nouveau à ce point avec un chef d'État qui fait de la pitrerie. Celui-ci allait plus policé. On attend de voir. À vérifier. Hein? Il a le séducteur aussi. À vérifier, on attend de voir. Mais le drame, c'est que finalement, quand on a fini de bavarder, il y a une expression qui est en vogue aujourd'hui, c'est de prendre acte. Prendre acte, c'est souvent donner acte de façon involontaire. Et on finit tous par subir, et certainement on aura l'occasion d'en parler. C'est-à-dire, on devient impuissant. Et on est en train de banaliser ces tentatives de coup d'État. Après le Mali, on en parlera peut-être. Ça devient banal, on en prend acte, et puis on passe à autre chose. Il y a un problème. Il y a un problème dans la sous-région, il y a un problème au niveau de la communauté internationale. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être le déclic, mais on ne peut pas continuer comme ça. Alors peut-être aussi il faudrait s'adresser aux forces armées, à savoir comment légitimer un pouvoir qui de facto est illégal dès le départ, même si
on a des griefs ou des reproches envers des prédécesseurs. Comment modifier ce fonctionnement de croire que le pouvoir s'arrache par la force? Ben ça, c'est quelque chose que je crois qu'à l'époque, la CEDEAO avait commencé à bien réussir cela avec la force anti-coup d'État qui existait au niveau de la CEDEAO. Malheureusement, le Nigeria qui fournissait beaucoup les hommes et les moyens est affaibli aujourd'hui par sa crise interne, notamment avec la lutte contre le terrorisme, contre Boko Haram. Le Sénégal était également un appui, mais vous connaissez plus ou moins l'actualité sénégalaise aujourd'hui, avec également les difficultés que le président a avec ses opposants. Donc, difficile pour le Sénégal d'envoyer des troupes sur des fronts à l'extérieur. C'est cette armée-là qui était crainte et qui faisait en sorte que les gens avaient un peu peur de faire des coups d'État dans les pays. Je crois que la dernière fois que j'ai vu une force de la CEDEAO, ce qu'on appelait à l'époque les Comoques, sortir, c'était la tentative de sortir dans la crise, la rébellion ivoirienne, et puis après, les Alpha Guels sont retournés se reposer à Lagos, et puis depuis ce temps, on n'en entend plus parler. Donc les militaires ont pignon sur rue. La preuve, on a eu le cas au Mali, on a eu le cas au Burkina Faso, maintenant encore en Guinée, à qui encore le tour de main. Faisons attention aux militaires qui, de plus en plus, ces forces auxquelles on fait confiance, qui lorgnent le fauteuil présidentiel. Alors, le chef des putschistes a promis ce lundi donc la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une période de transition politique. Et il a assuré qu'il n'y aurait aucune chasse aux sorcières contre l'ancien pouvoir. Déjà, faut-il le croire? C'est une crainte qu'on doit avoir, parce qu'on va parler du sort qui sera réservé à Alpha Condé. À ce niveau, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que c'est le prix à payer. L'acceptation, le prendre acte va s'accompagner d'un certain nombre de vigilances, d'un certain nombre d'actions pour ne pas abdiquer totalement. Donc, en retour, le prix du fait de prendre acte signifie qu'il ne doit pas faire de chasse aux sorcières, qu'il doit assurer la sécurité du président déchu, des anciens dirigeants et ne pas les fatiguer. C'est le prix à payer. S'il ne le fait pas, bon, peut-être que le déclic, le réveil, l'indignation pour passer à l'action qu'il n'y a pas pour l'instant, l'acceptation, là, ça peut se transformer en révolte s'il commet quelques gaffes. Donc, il est assez malin de ne pas faire de chasse aux sorcières. Pas attirer l'attention sur voilà, eux. Autrement, tout le monde pourrait se fâcher à l'extérieur et puis les données vont changer. Alors que, est-ce qu'on est obligé d'attendre cela? Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, on prenne si vite acte? Mais toutefois, lieutenant-colonel Mamadi Doumbia, qui a affirmé que son concertation sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour la conduire. Mais là, sans toutefois préciser la durée de la concertation ni de la transition. Monsieur, peut-on s'accommoder aussi facilement d'une planification sans date ni échéance? Ça va être fait, mais on ne sait pas dans quel calendrier. Je pense que quand les militaires arrivent au pouvoir, ils ne sont généralement pas pressés de se donner des dates. C'est souvent... Peut-être que parfois, ils ne les respectent pas aussi. Évidemment, c'est sous la pression parfois de la communauté internationale qu'ils se donnent des dates. D'ailleurs, ceux qui se sont donné des dates, aussi bien au Mali qu'au Tchad, déjà de plus en plus on a des bruits, des manifestations pour proroger les dates, les délais déjà fixés. Donc ils ne sont pas pressés de se donner des dates. Et il faut craindre parce que le Mali, autant pour moi, la Guinée, ce n'est pas une première. Depuis Sékou Touré, tous ceux qui se sont succédés au pouvoir en Guinée, ce sont des militaires qui ont tenté plus ou moins de s'accaparer du pouvoir. On a eu le cas Lansana Conté qui a fait plus de 24 ans au pouvoir avant d'y mourir. Dadis Camara qui, quelques mois après, a pris goût, a voulu être candidat avant de se retrouver dans le traquenard du massacre du 28 septembre 2009. Et ensuite, par la grâce de Dieu, on a eu une élection par démocratie et finalement, patatras, on retombe encore dans une situation avec quelqu'un qui tente de montrer un air assez policier. C'est une façon de se faire accepter. Moi, je dirais même que ce coup d'État, quelque part, peut-être ne tombe pas ex nihilo parce que pour être un légionnaire français, pour ce troisième mandat qui a été difficilement accepté par le monde entier, pour être également d'une région, la région de Kankan, qui est très proche du Mali, et pour des indiscrétions dont on entend parler, qui disent que ce monsieur est un peu en contact avec Assimi Goïta. Il y aurait des complicités, vous voulez nous dire? Qui ne sont peut-être pas encore... tout n'est pas encore révélé.
tout n'est pas encore révélé. Les semaines et les mois à venir vont nous révéler le vrai visage de ce coup d'État, qui sont ceux qui sont derrière, qui ont donné les coups de franche à ce légionnaire pour prendre le pouvoir à son maître, je dirais. Alors, messieurs, quel est finalement le bilan de l'opposant, puis du président Alpha Condé, âgé, je le rappelle, de 83 ans. 3 ans. Quel est son bilan, puisque c'est ce bilan qui est contesté et qui, aux yeux de certains, légitime, notamment la population. On a vu quand même des liesses de joie de certains Guinéens. Certaines populations. Voilà, une partie de la population. Oui, c'est une partie qui n'est pas toute la population. Moi, je dirais que le bilan, comme il a dit, en termes peut-être de réalisation d'infrastructures, la Guinée avait un problème, c'était un scandale géologique. Oui. La Guinée était, dit-on, la source de l'Afrique en matière d'énergie, mais avait des problèmes d'énergie. Donc, ce scandale géologique, il a essayé de faire changer les choses à ce niveau. Je pense qu'en termes de puissance en énergie, en mégawatts, les années Condé ont permis d'avancer et d'évoluer. Il y a eu un certain nombre de réalisations. Mais finalement, ce n'est pas peut-être souvent ça que les gens veulent juger et retenir. On vous parlera souvent du Sénégal avec Wade, qui avait beaucoup travaillé, qui avait fait beaucoup de réalisations. Et au moment du bilan, lorsqu'il a eu la candidature de trop, il a été sanctionné dans les urnes, alors qu'il avait un bilan. Donc Alpha Condé avait un bilan, mais il ne s'est pas illustré par une gouvernance démocratique. Nous qui suivions la Guinée, je ne suis pas allé moi-même, j'ai des collaborateurs qui y sont allés à plusieurs reprises, nous qui suivions la Guinée, de l'extérieur, on voyait souvent des tensions, des manifestations, des élections locales difficiles à organiser. Après son élection, ça a mis plusieurs années, les délais ont été passés, des conflits, des commissions électorales à mettre en place. Ça, c'est la gouvernance politique qui pose problème. Son second mandat difficile. Alpha Condé a eu une gouvernance difficile au cours des 10 années qu'il a passé au pouvoir. Et il a ajouté un autre mandat. Et ce n'était pas évident peut-être pour tout le monde de supporter. Mais la question qu'il faut toujours se poser, ou du moins les principes sur lesquels il faut insister, c'est le refus de l'intrusion de l'armée et des militaires dans la vie politique. Ce n'est pas acceptable. Le règne de la force, l'usage de la... C'est quoi, en quoi ça consiste? Des gens chargés d'assurer la sécurité de tout le monde, ils s'en vont, ils capturent un président, ils le prennent en otage, comme au Mali, et on pense qu'ils sont malins, qu'ils sont rusés, alors que c'est la force qu'ils ont eue. Mais quelqu'un d'autre va utiliser cette force contre eux demain. Ils n'ont pas de légitimité pour faire ça. La force, c'est pour protéger tout le monde. Ce n'est pas pour venir prendre le pouvoir, s'en accaparer. Ce n'est pas juste, quel que soit ce que le président à qui l'on reproche de telles choses, des gouvernances négatives, quel que soit ce qu'il a fait, on ne peut pas accepter que ce genre de choses continuent en Afrique. Ce n'est pas juste et il faut le marteler assez fort. C'est pourquoi il faut éduquer ces forces à être républicaines. Et puis, il faut également les enrôler dans une perspective républicaine. Il ne faudrait pas en faire des forces spéciales pour être, j'allais dire, sa garde prétorienne. Parce que finalement, la garde prétorienne, ça devient comme un lion qu'on élève pour manger les enfants des autres qui se retournent et qui mangent son maître. Ouais. Donc, il faut que les forces régaliennes soient des forces pour sécuriser tout le monde et non pas pour que ce soit des forces à mon service. Et je crois que c'est ce que, certainement, ce jeune homme qui se voyait au service d'une cause qu'il ne voyait pas certainement, qui ne jugeait pas certainement noble, s'est retourné contre son maître. En termes de bilan, pour parler rapidement du bilan aussi sur les 10 ans, moi je pense que la gouvernance d'État est toujours soutenue par la gouvernance politique. Vous avez beau construire, bitumer le salon de quelqu'un, si sur le champ politique vous n'arrivez pas à stabiliser votre pays, la personne dont vous bitumez le salon ne se rendra même pas compte de ce que vous faites pour lui. Et c'est ce qu'Alpha Condé paye le prix de sa mauvaise gouvernance au niveau politique. 10 ans de réalisation, certes, beaucoup de choses qui ont été faites. En tout cas, moi, je peux l'attester. Quand Alpha Condé est arrivé mais visiblement, pouvoir, des insuffisances pour la population. Il y a quand même des insuffisances. Il y a des insuffisances, oui. Selon la partie de la population. Il a fait ce qu'il pouvait faire. En 10 ans, il a fait beaucoup de choses. Moi, j'ai eu le temps d'apprécier ce qu'il a fait. La corruption en Guinée, c'était autre chose. La drogue en Guinée, c'était la plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest. Les militaires avaient un traitement de faveur particulier. Un militaire pouvait payer un sac de riz à 4 fois moins que le prix de pauvres Guinéens. Et tout ça, Alpha Condé est venu. Il a essayé de mettre de l'ordre en tant que
que professeur en économie et qui avait toutes les aptitudes, contrairement à son prédécesseur, un militaire qui pendant 24 ans a créé un système militarisé pour pouvoir rester jusqu'à 24 ans. Mais tout ça ne pouvait pas réussir tant qu'on est dans la gouvernance politique avec des crises, des tensions, le mépris de ses opposants et je dirais même la tribalisation du débat politique qui est très poussée en Guinée. Et chaque semaine, chaque jour, c'était les tensions en Guinée qui faisaient qu'on ne voyait pas ce qui se fait à côté. Ah, messieurs, dernière question, on en a un peu parlé auparavant, mais le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné toute prise de pouvoir en Guinée par la force du fusil, appelant à la libération immédiate du président Alpha Condé, de même que le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Messieurs, les condamnations sont unanimes, mais on le disait tout à l'heure, au-delà de ces déclarations, quelle est finalement la marge de manœuvre de la communauté internationale? Prendre acte, comme vous le disiez? Oui, la marge de manœuvre est maigre, c'est-à-dire souvent même ils demandent le rétablissement de la légalité constitutionnelle, la libération immédiate, tout, mais ça ne se fera pas. Elle prendra acte et puis ça va continuer, il y aura une réunion de la CEDEAO dans les jours à venir. Ils vont condamner encore et puis, bon, ils vont fixer un agenda, un chronogramme, ils vont créer une médiation spéciale. Voilà, à Conakry, on connaît le scénario, exiger un gouvernement civil, demander d'aller vite dans la transition. Bon, c'est comme Bamako, quoi. Bon, c'est devenu une habitude. Oui. Et ça donne, voilà, ça veut dire que c'est possible. Oui. Et c'est ce qui va se passer, un premier ministre civil, et quelques Guinéens, quelques gens qui rêvent des gens de l'opposition aussi. Oui, il y en a qui affûtent déjà leurs âmes, ils sont contents de devenir ministres dans la transition ou premier ministre. Et puis, bon, les affaires vont reprendre, comme on dit, business as usual. La vie va continuer. Mais, alors, vous avez souvent parlé du Mali. Justement, après le Mali, encore un autre État vient de subir ce coup d'État. Qu'est-ce que cela dit, finalement, de nos démocraties? Elles sont fragiles à ce point? Très fragile parce que, comme dirait l'autre, il faut des institutions fortes et moins d'hommes forts. Or, là, pour le cas de la Guinée, on a un homme fort qui s'est cru à un moment trop fort au point où aujourd'hui il est réduit à rien. Et quand il se regarde aujourd'hui, il doit comprendre que ce n'est pas lui la Guinée, mais là, c'est plutôt la Guinée qui le fait, qui le rendait fort. On a vu des élections en Guinée avec des pourcentages il a été élu récemment encore avec près de 78% de taux de participation, ce qu'on nous a donné. Mais quand on a été élu à 78% de taux de participation, on ne finit pas comme ça. Donc il faut moins d'hommes forts dans nos pays et que des institutions soient fortes. Quand on aura des institutions fortes, je crois que les militaires ne s'amuseront pas à venir s'amuser comme ça, à prendre les pouvoirs, parce que ce n'est pas leur place de prendre les pouvoirs. Certes, des institutions fortes, mais aussi des citoyens forts. Oui, le pays des hommes forts, des citoyens forts et une société civile forte. Les militaires, ils sont en Guinée, toutes forces armées confondues, 50 000. Leurs armes, quand quelqu'un a une arme, ça fait 10 personnes. Il y a 100 personnes, toi tu es là, tu as une arme, ça fait peut-être 20 personnes. Donc tu es seul, plus ton arme, ça fait 20. Contre 50 personnes, mais tu ne peux pas vaincre 50 personnes. Donc, à un moment, il faut inverser le rapport de force. Il faut que les citoyens soient forts. Il faut que les sociétés civiles soient fortes pour pouvoir dire non à l'imposture, à l'injustice. Ouais. C'est des millions de Guinéens. Ils sont 18 millions. Mais vous l'avez dit vous-même, je ne veux pas poursuivre le débat parce qu'on a faute de temps, mais vous l'avez dit vous-même, les gens ont manifesté, ont contesté. Combien sont-ils qui sont sortis ils ont suivi la légalité. Combien sont sortis ils étaient nombreux, hein, non, pendant des années. C'est des millions de gens qu'on a cru. On a vu combien de gens dans les rues. Non. Ils étaient fort nombreux. Non, hier, là. Avant les élections. Oui, il y a eu des contestations. Il y a eu des contestations. Oui, mais après, ils sont allés à suivre la légalité, accepter des élections. Les militaires ont deux missions. Ils ne doivent pas faire de coup d'État contre Alpha Condé, mais en même temps, ils ne doivent pas supporter et soutenir les tricheries de Condé s'il y en a. Parce que, oui, c'est eux aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on attend d'eux. Ils ne devaient pas soutenir ces tricheries s'il y en a eu. Au moment où ils trichaient, s'il y en a, ils disent non. Et en même temps, quand ils l'ont aidé à tricher, ils ne doivent pas venir jouer les bons samaritains pour dire qu'ils mettent de l'ordre. C'est de ça qu'on attend d'eux. Et c'est pour ça qu'il faut un peuple fort. Il faut des citoyens de plus en plus forts
qui osent prendre leur destin en main pour éviter que des minorités, 400 éléments de force spéciale, ou je ne sais pas, des groupuscules, confisquent le pouvoir. Donc on peut plus de neutralité de la part des forces armées, oui, mais bien sûr, quel que soit l'État. Qui mettra nos États et nos démocraties à l'abri, avec des citoyens forts, des peuples forts, parce que c'est individuel. Au lieu, on veut des institutions fortes, on refuse des hommes forts en tant que leader. Mais tout dans la population, chacun doit être fort pour pouvoir dire non à un certain nombre de dérives. C'est noté, ça sera le mot de la fin. Messieurs, merci pour tous vos éléments de réponse. Et on se quitte sur ce débat. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1. Merci.